Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Laurence Garcia. Et dans le grand débat du matin sur Sud Radio à 9h-10 avec Arlette Chabot qui va nous rejoindre et vos appels au 0826 300 300. On va revenir sur la cérémonie d'investiture du président Macron. Est-ce que vous avez regardé? Qu'est-ce que vous nous avez pensé? Il y a beaucoup d'appels déjà au standard. Et il y a notamment Olivier dans le Gard qui nous a appelé, qui je crois d'ailleurs a bien regardé. Oui. Bonjour Olivier. Bonjour Olivier. Oui, bonjour. Bonjour. Oui, j'ai regardé, j'ai beaucoup vu le costume vert. Ah oui, d'Arlette Chabot, j'allais dire, mais non, de Roselyne Bachelot surtout. De Roselyne Bachelot. Oui. Ah bon, on la voyait. Hein. Ah bah c'était fou. 500 personnes qui se sont pressées. Hein. Ça faisait un peu cérémonie d'investiture à la Garden Party, quasiment. Quoi. Oui, ouais. mais bon, pourquoi une cérémonie d'investiture? Il n'y a pas de gouvernement. C'est une Il a été élu président quand même, donc il peut y avoir une petite cérémonie. Mais il était déjà président. Oui, c'est vrai. Réinvestiture, Il n'y a rien de nouveau, quoi. Là, il n'y a rien de nouveau. Justement, pourquoi avoir fait une cérémonie d'investiture? J'ai pas compris. J'ai dit, je vais quand même regarder à la télé. En même temps, vous avez regardé quand même. Ah oui, j'ai regardé ces pauvres militaires qui devaient être là depuis 7h du matin et qui s'en bougeaient, là. J'avais de la peine pour eux. Après, il y a eu des gestes comme la maman de Samuel Paty que j'ai apprécié. Ouais. Mais bon, le reste, les poignées de main, ils étaient tous habillés pareil, en costume bleu. On aurait dit une secte, un gang, des costumes bleus. Ils étaient tous habillés comme Macron, plus de la moitié, ça m'a fait rire. Même mon fils a remarqué, il m'a dit regarde, ils sont tous habillés pareil. Ouais. On avait l'impression d'assister, je ne sais pas si ça vous a donné cette impression, à un défilé un peu de courtisans quand même. Hein, là c'était clair, c'était flagrant. Hein. Ouais. C'était les poignées de main, les sourires, le petit mot, et ils se bousculaient pour pouvoir serrer la main au président. Ouais. Moi j'ai trouvé ça complètement inutile. Alors il y aurait eu un nouveau gouvernement avec lui, ça aurait été bien. Là il n'y a rien, c'est une prolongation d'un président qui était déjà président. Ouais. Donc je vois pas pourquoi on fait une investiture. Ça sert à rien. Pour moi, vous suivez en cela, mon cher Olivier, ce que disait Arlette Chabot. Hein. C'est vrai que Arlette, vous êtes de nouveau avec nous. Ce que vous disiez dans votre édito ce matin, c'est-à-dire que 2 semaines après, rien n'avance quand même. Hein. Oui, alors, les présidents qui ont été réélus à l'issue d'une cohabitation, donc forcément, quand ils étaient élus, les premiers soins et la première action pour eux était la rupture, illustrée par le changement de gouvernement. Et à chaque fois, aussi bien pour Jacques Chirac que François Mitterrand, il y avait le nouveau gouvernement qui était là, avec un nouveau Premier ministre. Donc, leur présence incarnait, si j'ose dire, la rupture et donc donnait cette image du changement. Là, non, il ne s'est rien passé. Il y avait toujours Jean Castex, dont on se demande combien de temps il va rester encore. C'est pas qu'on ait envie de le voir partir de Matignon, mais comme il l'avait dit lui-même, un nouvel élan, une nouvelle impulsion passe forcément par une nouvelle équipe au pouvoir. Ce n'est pas le cas. Donc là, on avait le sentiment, en dépit de l'affirmation du président sur un nouveau peuple pour un nouveau président et un nouveau mandat, qu'on était bien dans la continuité, que rien n'avait changé. Et effectivement, cette cérémonie ressemblait à une formalité indispensable. Oui, c'est comme ça que ça se passe en France, même si on est réélu. Il y a cette cérémonie d'investiture à l'Élysée. Mais là, on avait vraiment l'impression que rien n'avait bougé. Donc Renaissance, ça porte pas bien son nom, là, pour l'instant. Renaissance, c'est les législatives. C'est l'espoir et c'est effectivement la période préférée historique du président de la République. C'est pour ça qu'il l'utilise à la fois dans les discours. Ah oui, sa période préférée de l'histoire. De l'histoire, bien sûr. Et qui donne le nom à la fois à son groupe ou la liste européenne en 2019 et aujourd'hui à son parti. Oui. Avec un président qui cherche en fait sans doute son Premier ministre, et qui ne trouve pas assez. En fait, c'est la clé, On a l'impression que c'est. Oui, c'est la clé. C'est-à-dire qu'en fait, on a un temps, on a 2 mois entre l'élection présidentielle et les élections législatives. D'habitude, c'est effectivement beaucoup plus rapide. Donc là, il y a du temps. Peut-être que le président a voulu regarder un peu les oppositions avant de se décider. Qu'est-ce qu'on peut ramasser, entre guillemets, ou attirer à lui en fonction de l'alliance ou du refus d'alliance à gauche, notamment. Bon, aujourd'hui, l'union, elle est faite derrière Jean-Luc Mélenchon. Quelques personnalités pourraient évidemment quitter le PS et les rejoindre, mais je veux dire, du côté des grandes manœuvres politiques, c'est fini. Après, il faut se lancer et trouver
un Premier ministre. Et c'est pas si facile que ça. Olivier ? Oui, il ne trouvera pas. Là, justement, je pense qu'il est embêté parce qu'il y a déjà eu apparemment 2 refus de poste de Premier ministre. Lui, il veut changer la vitrine du magasin, mais il ne veut pas changer l'intérieur. Oui. Donc, voilà, il y a quelque chose qui ne va pas. Et être Premier ministre et disparaître juste après les législatives, ça n'attend peut-être personne aussi. Oui, c'est vrai. Et puis, donc, surtout s'ils n'ont pas forcément des marges de manœuvre, si tout est décidé par le président lui-même. Il ne changera pas grand-chose. Hein. Moi, il m'a fait penser aux grandes surfaces qui est à côté de chez moi. Là. Elle a changé 3 fois de nom, et c'est toujours les mêmes produits dedans. Voilà. Donc, je pense que ça va être ça. On peut pas... De toute façon, il tolérera pas de changer. Là. Quand j'entends moi je vais être Premier ministre, Mélenchon, je pense qu'il sera jamais Premier ministre. Macron, jamais. Allez, merci Olivier. Merci Arlette. On va poursuivre avec vous dans un instant. Bonne journée, au revoir. Oui, bonne journée, au revoir. On va poursuivre dans un instant aussi. Et que pensez-vous de ce qui se passe actuellement à l'Est, c'est-à-dire entre la Russie et l'Ukraine, avec la démonstration de force aussi de Poutine qui est attendu tout à l'heure, le défilé de la Place Rouge. Il va être retransmis d'ailleurs en direct sur les chaînes de télévision en France. Est-ce qu'il n'aurait pas fallu les diffuser, en fait, ces cérémonies? Simplement peut-être le discours de Poutine, c'est ce que disent en fait certains. Je ne sais pas ce que vous en pensez. 0826 300 300. Et puis également le parallèle qui a été fait par Zelensky, le président ukrainien, avec Oradour-sur-Glane. Je sais que ça a choqué en fait, et ça en choque un certain nombre. Ça vote et puis beaucoup, il y a aussi sur Twitter. Nos auditeurs trouvent que c'est la provoque vraiment à 71%. Cette allusion à 0826 300 300. Éric Revel dans un instant, justement aussi quelles sanctions doit-on appliquer à Vladimir Poutine, sachant que le G7 on a décidé en fait certaines, mais que l'Europe évidemment elle a du mal à emboîter le pas parce que on ne peut pas se passer de ce fameux gaz russe. Je ne parle pas du pétrole. Et tout ça c'est après les infos. Allez, Sud Radio, 8h57. Allez, c'est l'heure de retrouver notre gagnant, notre jeu, 14e appel au 0826 300 300 avec Sud Radio qui vous offre des bijoux de la marque Les Interchangeables. Tout ça pour vous remercier pour votre fidélité, parce que vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter. Et le 14e appel, c'est Edmond qui nous appelait de Guaran, près de Toulouse. Bonjour Edmond. Oui, bonjour. Et voilà, vous gagnez 3 bracelets. C'est pour les femmes. Vous allez les offrir. Vous savez déjà à peu près à qui vous allez les offrir? Il y en a 3. Absolument. Attendez, mais ça peut se porter aussi pour les hommes. Là, c'est très féminin. Bon, attendez, franchement, ils sont assez féminins. Vous n'avez pas vu. Ça suffit, là. Puisque maintenant c'est terminé, il y a la parité pour tout, non en fait, Oui, mais bon, il est quand même très très féminin, ce bracelet. Pourquoi pas je m'y aventurerai pas. Voilà, c'est ça. Bon, on est content pour vous. C'est très gentil à vous, merci beaucoup. Continuez à vraiment nous informer avec, comme vous dites, l'info-vérité. Parce que vraiment, tous les matins, on écoute votre radio et on apprend des choses qu'on n'apprend pas ailleurs. Voilà, ça c'est bien dit. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous surtout. Et continuez à nous écouter. Allez, lui aussi, il est interchangeable. Merci. Il n'est pas interchangeable. C'est Éric Revel. Revel en campagne. Éric Revel, petit jingle peut-être pour John. Peut-être plus en campagne, mais la présidentielle, qui est passée aussi. Et donc, on est entre deux, là. Oui. Revel entre deux, tiens. C'est voilà. pas mal. Revel entre deux mers, entre l'Atlantique et la Méditerranée. Oui, c'est ça. Et puis, avant un moment assez important tout de même, aujourd'hui, le discours de Poutine, qui est attendu sur l'Ukraine, à Moscou, à l'occasion de la commémoration de la victoire de l'Union soviétique sur l'Allemagne nazie. Hier, c'est le G7 qui a prononcé, les 7 pays les plus riches, qui a prononcé de nouvelles sanctions contre le régime de Moscou. Oui, vous allez voir, c'est des sanctions, mais c'est des sanctions qui sont quand même limitées. Troisième réunion, vous l'avez dit, du G7 cette année quand même, cette fois hier en présence par téléconférence du président ukrainien Zelensky. Alors il s'agissait pour cette conférence qui réunit les 7 pays les plus riches effectivement du monde, d'infliger, en tout cas c'est comme ça qu'on nous avait vendu ce G7, de nouvelles sanctions à la Russie qui agresse et dévaste l'Ukraine depuis plus de 60 jours. Le G7 a décidé, en fait, en demi-mesure, de réduire progressivement, le mot, l'adverbe est important, progressivement, sa dépendance au pétrole russe, sans donner donc de date. Il faut dire que le refus, il y a quelques jours de l'OPEP, l'Organisation des pays producteurs de pétrole,
de ne pas augmenter sa production ne rend pas très facile la recherche de sources alternatives d'approvisionnement. Donc du coup, le G7, il joue les gros bras quand il se réunit, mais quand on regarde les sanctions qui ont été additionnées pour la Russie, on s'aperçoit que les muscles sont plutôt limités. Oui, et à propos de muscles, on redoute un peu que Vladimir Poutine ne montre les siens en fait aujourd'hui dans ce conflit avec l'Ukraine, avec le risque d'une nouvelle escalade. Alors on se demande vers quoi, parce que Alors il y a plusieurs questions qui se posent. Il y a ce fameux défilé sur la place Rouge tout à l'heure, vous en avez parlé, qui va évidemment montrer, afficher aux yeux du monde entier la puissance russe au service de sa propagande guerrière, mais le plus important, évidemment, les experts et pas que, ça sera le discours du maître du Kremlin et ce qu'il va dire. Alors, on ne sait pas trop ce qu'il va dire, personne n'est dans la tête de Poutine, mais beaucoup craignent que le maître du Kremlin annonce une offensive d'ampleur sur l'Ukraine, c'est une des hypothèses, ou bien qu'il sonne la mobilisation générale dans son pays, ce qui signifierait évidemment un nouvel effort de guerre de l'Ukraine. Personne n'imagine que Poutine va dire tout à l'heure, Patrick, je me contente du Donbass et je rentre à la maison après le défilé du 9 mai. Donc les questions sont vraiment sur la table. Quelles seront d'ailleurs les réactions et des États-Unis après ce discours et de Pékin, l'allié qui ne cesse de dire que dès que Poutine aura besoin de l'effort militaire chinois, les Chinois seront là. Toutes ces phrases sont évidemment sur la table. C'est pas simple d'y voir clair, et on sent bien quand même que avec ce discours du 9 mai sur la place Rouge, le conflit ukrainien va prendre un tournant important. Oui, et alors que faire ? Si jamais il hausse le ton de nouveau, parce que là, il est déjà en guerre. Écoutez, pour l'instant, il n'y a que deux choses qui semblent faisables. Il y a de nouvelles sanctions ou de nouvelles aides militaires à l'Ukraine, ou les deux en même temps. Mais on voit bien que c'est un engrenage dangereux qui se met en place semaine après semaine. Alors du côté des sanctions, vous l'avez peut-être vu, après le pétrole, on parle d'un arrêt d'achat de gaz russe en Europe. Mais les 27 pays européens n'affichent pas leur unité, c'est le moins qu'on puisse dire. Vous avez vu que la Hongrie a refusé de réduire ses importations de pétrole russe. Qu'en sera-t-il, par exemple, si le gaz russe, pour l'Allemagne, qui en dépend à 60%, et voit son robinet fermé, on ne voit pas l'Allemagne décider de manière rapide de se passer du gaz russe. Quels sont les résultats, d'ailleurs, des sanctions occidentales contre la Russie depuis des semaines? Vous vous souvenez, Bruno Le Maire, qui nous avait dit que l'économie russe allait rapidement capituler. Le rouble n'a jamais été aussi fort. On n'a pas le sentiment, même si le peuple russe souffre, que l'économie russe souffre. Et pendant que l'Ukraine vit au quotidien son martyre, pendant que les États-Unis n'hésiteront évidemment pas à nous vendre du gaz de schiste et du gaz de schiste à l'Europe, la France et Emmanuel Macron, président en exercice de l'Union européenne, essaient de faire entendre sa petite musique. Alors bien difficile évidemment dans le fracas des canons, d'artillerie et des raids aériens sur l'Ukraine. Finalement, le discours d'Emmanuel Macron qui va prononcer tout à l'heure à Strasbourg ne constatera évidemment pas l'impuissance européenne face aux autres blocs, mais nous promettra, j'en suis certain, des lendemains européens qui chantent. Oui, il y a quand même une forme d'angoisse. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Avant, évidemment, ce discours attendu de Poutine, ce matin, Vladimir Fedorovski, qui était avec nous, lui, craignait en fait une forme d'apocalypse, quoi. Comme si Poutine était finalement dans une forme d'impasse et que pour sortir de cette impasse, il allait provoquer le pire. C'est à redouter, Arlette Chabot ? C'est effectivement une inquiétude. On a beaucoup rappelé, vous vous souvenez, cette anecdote qui a été rapportée d'un Vladimir Poutine quand il était enfant, qui, face à un rat, se trouve dans un couloir et le rat, pour s'échapper, finalement, lui saute au visage. Donc ça, on a beaucoup rappelé effectivement cette image pour s'interroger sur ce que serait la réaction d'un Vladimir Poutine qui ne gagne pas la guerre comme il l'espérait, même s'il marque évidemment des points. Quelle serait sa réaction si, face à l'armement effectivement ukrainien, la résistance non seulement de l'armée, des soldats ukrainiens, mais aussi de la population, le soutien international, quelle peut être sa réaction? Ça fait des semaines qu'on s'interroge sur l'utilisation d'armes chimiques et aussi sur l'arme nucléaire, la dissuasion sur laquelle nous étions endormis depuis 50 ans, tranquille, ça ne pourra jamais arriver. Eh bien là, c'est une menace, et ce mot
arme nucléaire, et on le sait, prononcé depuis longtemps, à la fois par Vladimir Poutine et ceux qui l'entourent, notamment par le ministre des Affaires étrangères, M. Lavrov. Oui, absolument. Et est-ce que ça vous angoisse? Est-ce que vous pensez que c'est du bruit, de la provocation? Vous pouvez nous appeler 0826 300 300. On continue d'en parler dans un instant avec Arlette Chabot, Éric Revel et vous au 0826 300 300. Donc avant de parler aussi tout à l'heure avec Gaspard Koenig qui sera notre invité, évidemment aussi sur toutes les réformes qui pourraient venir par la suite sur la simplification administrative. Je ne sais pas si vous avez vu un peu la situation dans laquelle on se trouve en fait aujourd'hui, à tel point que, par exemple, produire une pièce d'identité, c'est-à-dire un passeport ou une carte d'identité, ça ne devrait pas être compliqué quand même en France en 2022. Il faut des mois pour en obtenir, et il a fallu mettre des moyens sur la table. D'où ça vient tout ça? Gaspard Koenig sera avec nous tout à l'heure. En face. C'était son combat pendant cette présidentielle où lui-même avait été candidat. Il s'était porté candidat dans un premier temps. Et puis, je l'interrogerai également sur une tribune qu'il a rédigée ces derniers jours où il parle justement du nucléaire. Il dit qu'il faudrait abandonner l'arme nucléaire dans ces conditions. Aujourd'hui, avec cette force de dissuasion qui peut être bien utile, je ne sais pas si c'est le bon moment. En tout cas, on en reparle ensemble dans un instant. Et on attend bien sûr vos commentaires sonorés au Sud Radio. Il est 9h14. Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Laurence Garcia. Et à 9h16 sur Sud Radio, c'est la suite de nos grands débats du matin avec nos éditorialistes Arlette Chabot et Éric Revel, et bien sûr vos appels au 0826 300 300. Oui, est-ce que vous êtes choqué par ce qui se passe évidemment en Russie? Forcément, d'une manière ou d'une autre. Et est-ce que vous redoutez un discours beaucoup plus musclé de Vladimir Poutine? Est-ce qu'il y a de la provocation? Bien sûr, 0826 300 300. N'hésitez pas à nous appeler pour réagir avant ce qui va se passer en fait ce matin et après les déclarations des uns et des autres ce week-end, et puis le discours aussi qui est attendu d'Emmanuel Macron tout à l'heure sur l'Europe au Parlement à Strasbourg. Pour revenir quand même aussi d'un mot, Éric Revel et Arlette Chabot, c'est-à-dire que là on a l'impression qu'on a utilisé et qu'on a usé un peu toutes nos armes pour essayer de dissuader Vladimir Poutine avec les embargos financiers. On est allé évidemment jusqu'à geler en fait les avoirs. On a ensuite mis des sanctions. Il y a des entreprises qui ont fermé, pas toutes là-bas, d'ailleurs des françaises et des européennes, mais la plupart. Est-ce qu'on a encore des moyens, Éric Zemmour, Éric Revel. Éric, je pense. Je dois avoir le même physique. ça va me bosser. Je ne sais pas ce qui va passer par là. Non, je pensais en fait aux déclarations de politique française. Non, je pense qu'on est arrivé un peu au bout, et ce qui rend en fait cette crise ukrainienne très angoissante, parce qu'en réalité, vous avez les puissances occidentales qui achètent du matériel militaire, vous avez les puissances occidentales qui prennent des sanctions contre la Russie. Et puis la guerre continue, et on sait que n'importe quelle guerre à n'importe quel moment de l'histoire sur n'importe quel endroit de la planète se termine toujours avec un vainqueur et un vaincu et un traité de paix. La difficulté, c'est comment permettre, je reprends la métaphore tout à l'heure d'Arlette Chabot, je ne me trompe pas de prénom, sur le rat et Poutine, parce que en fait, la question, c'est comment trouver une porte de sortie à Vladimir Poutine, d'une façon ou d'une autre. C'est l'agresseur, c'est lui qui sera sans doute jugé devant ou son régime ou certains de ses inféodés devant un tribunal international, mais comment trouver une porte de sortie à Poutine pour que ce conflit se termine, je ne vais pas dire en sauvant l'honneur de Vladimir Poutine, parce que de toute façon, il sera toujours maintenant, évidemment, au banc de la communauté. À partir du moment où vous le menacez toujours... pas une porte de sortie diplomatique. Oui, mais justement, on lui implique on lui met des sanctions qui semblent faire plus souffrir le peuple russe que l'économie russe. Ça n'a pas l'air d'avoir beaucoup d'effet sur le régime et sur ses décisions. On arme les Ukrainiens de toutes parts pour les aider à se défendre. Bon, très bien. Mais ce jusqu'au-boutisme économique et militaire, il aboutit à quoi pour l'instant? À une sorte de statu quo dans lequel le peuple russe souffre d'un côté des sanctions économiques et évidemment le peuple ukrainien qui est sous les bombes russes.
Si on ne trouve pas de porte de sortie à Vladimir Poutine, Patrick, je vois pas comment ça peut s'arrêter. Le problème, c'est la question est aussi de savoir si Vladimir Poutine a envie de trouver une porte de sortie ou à quoi ressemble cette porte de sortie. On est dans un premier temps, au fond, une fois qu'il aura le Donbass, la Crimée, qu'il aura fait la liaison entre les deux, tout ce territoire du sud-est, effectivement, de l'Ukraine. Il sera content, il prend sa mise et il rentre à la maison. C'est pas sûr du tout. On sait qu'au début, évidemment, il voulait changer le régime, s'emparer de Kiev. Aujourd'hui, va-t-il effectivement en Moldavie? Peut-il attaquer d'autres pays qui sont... oui, alors là, ce serait très grave, qui membres de l'OTAN. Donc tout ça, on ne sait pas. On sait simplement que Zelensky a fait des propositions. Lui, il renonce à entrer dans les temps, il veut juste entrer dans l'Union européenne. Il est prêt à négocier aussi sur le Donbass. Donc il y a des pas qui ont été faits, mais pour l'instant, il n'y a rien en face. Alors, est-ce que ces pas de Vladimir Poutine seront faits lorsqu'il aura effectivement totalement conquis le Donbass ou pas? En tout cas, pour l'instant, c'est la véritable interrogation. Et comme on s'interroge depuis 2 mois et demi et qu'on s'est à chaque fois trompé sur ce que veut vraiment Vladimir Poutine, eh bien, on est effectivement face à on est face qu'avec des questions, face à des questions. Je vais y arriver, vous voyez. À défaut de réponse, j'arrive même pas à dire qu'il y a des questions. Non, mais c'est ça. 0826 300 Oui, 300. ça réagit beaucoup au standard de Sud Radio et c'est Marie-Pascale qui nous appelle de Morlanes. Bonjour. Bonjour. Oui, bonjour à tous. Oui, moi je voulais réagir justement sur ce que disait, je partage l'analyse d'Éric Revel, mais j'étais étonnée dès le départ, dès le début du conflit, qu'on traite Poutine vraiment, on a commencé par l'injurier. Alors je trouvais au début du conflit que c'était peut-être pas la meilleure solution pour négocier et que c'était pas très diplomate, c'est peut-être le dire, la diplomatie ça sert quand même à quelque chose. Et une autre réflexion, c'est que moi je trouve qu'en Occident on a pris l'habitude d'avoir des hommes politiques qui disent, mais qui font pas, et on a oublié que Poutine c'était un petit peu l'homme à l'ancienne, c'est-à-dire quand il dit quelque chose, il le fait. C'est quelqu'un qui a prévenu, qui a dit les choses, et je pense qu'il les fera. Donc je retrouve, et ce qui m'étonne, c'est l'absence totale de diplomatie. C'est-à-dire que si on veut il y en a eu. Traiter tous les noms. Oui, non mais il y en a eu. Il y a quand même eu des diplomates qui sont entrés en action. Il y a eu des discussions avec le chancelier en fait allemand. Il y a eu avec Emmanuel Macron beaucoup. Voilà, il y a eu les négociations en Turquie avec Israël. En fait, il y a eu. Mais il faut arriver à le faire sortir par le haut, cet homme-là. Il n'acceptera pas d'être vaincu. Je suis désolée. Donc il faut arriver à ce que les deux parties sortent par le haut. Parce que, et c'est vrai, alors là vous mettez le doigt aussi sur quelque chose de particulièrement important. Bien souvent, dans les conflits en fait aujourd'hui dans le monde, on se dit qu'il doit y avoir des discussions avec le gendarme dans le monde. Et le gendarme dans le monde, c'est qui? C'est les Américains, les États-Unis. Et là, en l'occurrence, il n'y en a pas. Ou alors peut-être en secret, en coulisses, mais il n'y en a pas ou peu, Éric Revel. Oui, parce qu'il y a la diplomatie apparente, celle qui fait du bruit, vous savez, celle qu'on met en scène. Et je mets dans cette catégorie bien volontiers le président de la République française, qui aime bien mettre en scène ses coups de téléphone à Vladimir Poutine. Et puis, il y a une diplomatie parallèle, souterraine, qui est peut-être souvent plus efficace, qui évidemment continue forcément à avoir cours entre les puissances de ce monde. Mais la difficulté, comme le disait Arlette Chabot tout à l'heure, c'est que en fait, on est toujours surpris par les décisions et par les réactions de Vladimir Poutine. On a beau essayer, non pas de se mettre dans sa tête, mais de se dire, il a fait ça, il a d'abord été dans le nord de l'Ukraine, c'est qu'il n'arrive pas à prendre Kiev, donc il va dans le sud pour mettre la main sur le Donbass, et on se dit, les choses vont s'arrêter là. Mais en fait, personne n'en sait rien, parce que Vladimir Poutine est toujours extrêmement changeant. Et puis parce que ça ne s'est pas passé comme il l'avait prévu lui aussi, bien sûr, avec la résistance qui est quand même très forte de l'Ukraine, puisque, je le rappelle, il y a beaucoup plus de pertes, grosso modo, il y a 4 fois plus de pertes russes que de pertes ukrainiennes dans ce conflit. Comme quoi, ils étaient sacrément préparés, Arlette Chabot. Oui, les Ukrainiens ont été entraînés, même s'ils ne croyaient pas eux-mêmes à une attaque russe, on se souvient. Face aux affirmations des Américains disant Poutine va attaquer, va faire la guerre, Zelensky disait je n'y crois pas. Et tout le monde pensait qu'il y avait une intox américaine. Donc au fond, les Ukrainiens n'y croyaient pas, nous n'y croyions pas, mais pendant des années, parce qu'il faut dire quand même tout ça nous ramène à 2014,
depuis des années, c'est vrai que les Ukrainiens ont été entraînés, soutenus par les Américains. L'armée n'a pas d'un seul coup été aussi prête. Oui, bien sûr, bien sûr. Ça ne se fait pas faire en un jour. Il y a de l'entraînement depuis des années et des livraisons d'armes aussi, juste avant l'intervention russe. Mais pardon, ça semble assez étonnant quand même que Poutine ait sous-estimé cette résistance ukrainienne quand même. L'armée rouge, on est tous sur le mythe de l'armée rouge. On va voir tout à l'heure sur la place rouge, c'est quand même la deuxième armée du monde. Donc on est toujours impressionné. Après, il y a des faiblesses qu'on devine. Aujourd'hui, moi je suis pas spécialiste militaire, mais on voit bien qu'il y a, quand on n'a pas de radio cryptée, quand on est la deuxième armée du monde, mais qu'on n'a pas de système de radio crypté pour communiquer, faut quand même vous tomber de l'armoire. Je veux dire, donc c'est dernier mot, Éric Revel, parce que je pense que c'est important la précision, c'est-à-dire que le fait que l'Ukraine se prépare à un conflit depuis des mois, des années, montre bien que les Ukrainiens et leurs alliés américains de l'OTAN ont compris que les décisions que poussait Zelensky étaient totalement inacceptables pour Vladimir Poutine. Parce que si vous considérez que ce que vous mettez sur la table et ce que vous annoncez que vous allez faire n'aura pas d'implication, vous n'avez pas besoin de vous armer, de vous entraîner. Donc ça veut dire que quand même, même si personne apparemment n'y croyait, tout le monde s'attendait à ce que la réaction de Poutine soit violente, notamment sur l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN, notamment sur la dénonciation d'accords qui avaient été passés. Encore une fois, je parle d'agresseurs, je parle de monstruosité en Ukraine, mais le fait d'entraîner des gens, le fait de leur dire vous allez vous préparer à faire la guerre, ça prouve bien que les Américains derrière les Ukrainiens sentaient bien que Poutine ne pourrait pas accepter ce que Zelensky mettait sur la table. Merci Arlette Chabot, Éric Revel et vous Marie-Laure au 0826 300 300 et d'autres auditeurs qui appelaient. Et vous pouvez continuer d'appeler parce que on y reviendra peut-être d'une manière ou d'une autre avec Gaspard Koenig qui est notre invité en fait dans un instant, qui est co-auteur de ce livre Simplifions-nous la vie. C'est vrai que on a besoin, surtout en termes d'administration. C'est clair. Justement, vous aussi, dites-nous ce que vous pensez de l'administration, votre rapport de plus en plus contesté ou pas avec la bureaucratie. On attend vos appels. Il est 9h27 sur Sud Radio.